Allez, bienvenue dans notre analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, pour une fois, ne s'intéresse pas au dernier tweet qui fait flamber une crypto-monnaie. Non, heureusement. On va regarder ce qui se passe vraiment en coulisses, on va se projeter un peu, disons, à l'aube de 2026, pour observer l'état de la blockchain et des actifs numériques. C'est ça. Et les documents qu'on a sur la table sont fascinants. On a des analyses d'investisseurs institutionnels, des papiers universitaires assez pointus, mais aussi des articles sur des applications très concrètes. Oui, comme la sécurité alimentaire, l'identité numérique. Exactement. Notre mission, c'est un peu de connecter tous ces points pour comprendre où va vraiment cette technologie, au-delà du bruit médiatique. C'est exactement ça. La grande question, ce n'est plus est-ce que ça va marcher? Non, C'est plutôt comment est-ce que ça va fonctionner de manière sûre, réglementée et vraiment utile pour tout le monde. d'accord. On passe de la spéculation à la construction d'infrastructures. On va donc regarder ce que les grosses banques en pensent vraiment, comment les gouvernements essaient de mettre un peu d'ordre, et surtout, comment ça commence à s'infiltrer dans les services qu'on utilise tous les jours, parfois sans même qu'on s'en rende compte. Voilà, parfait. Alors commençons par là où est l'argent, Mm. le monde de la finance. Les sources parlent d'un optimisme prudent chez les investisseurs. Oui, prudent. Ils semblent un peu sur la réserve à court terme, mais très confiants pour 2026. On dirait qu'ils attendent le bon moment pour sauter dans le grand bain, quoi. Oui, et cet optimisme, ce n'est pas juste un sentiment, hein. Il est basé sur des catalyseurs très concrets, C'est-à-dire? vraiment. Bien sûr. De l'autre, d'éventuelles baisses des taux d'intérêt pourraient rendre les actifs comme la crypto, qui sont considérés comme plus risqués, de nouveau très attractifs. Et il y a un signal qui ne trompe pas, mentionné dans une de nos sources, Vanguard, Ah, Vanguard. le mastodonte qui gère 11 000 milliards de dollars et qui ouvre enfin sa plateforme aux ETF crypto. Quand un géant aussi conservateur bouge, c'est que quelque chose de fondamental a changé. C'est le signal que la phase d'expérimentation est bel et bien terminée. Mais au-delà de ça, le point le plus important qui ressort, c'est la maturité de l'infrastructure. D'accord. On parle plus de projets lancés dans un garage. On parle de services de conservation d'actifs de qualité professionnelle, de règlements qui se font directement sur la blockchain de manière fiable. Et d'API standardisés, j'imagine, pour brancher les vieux systèmes? Exactement. Pour que tout communique, la crypto devient une classe d'actifs comme une autre, auditable et régulée. D'accord. Et dans ce contexte, il y a un terme qui revient partout, la tokenisation d'actifs réels, ou RWA. Expliquons un peu ce que c'est, parce que ça a l'air d'être la clé de voûte de tout ça. Alors, pour faire simple, imaginez que vous possédez un immeuble. C'est un actif énorme, mais il n'est pas liquide. Vous ne pouvez pas vendre une brique ou une fenêtre facilement. Non, évidemment. La tokenisation, c'est comme transformer l'acte de propriété de cet immeuble en, disons, 10 000 briques de Lego numériques. Ah, j'aime bien l'image. Chaque brique est un jeton sur une blockchain qui représente une petite part de l'immeuble. Et ces briques, vous pouvez les vendre, les acheter, les échanger en ligne quasi instantanément. C'est une analogie très parlante. On rend liquide quelque chose qui était complètement figé. Mais ça me semble aussi ajouter une nouvelle couche de complexité, non? C'est une excellente question. On prend un actif bien réel et on le place sur cette infrastructure numérique qui peut être volatile. Ça n'ajoute pas un risque technologique? Si, potentiellement. Et c'est précisément là que la maturité de l'infrastructure dont on parlait entre en jeu. Ce n'est plus le Far West. D'accord. Quand un gérant comme BlackRock lance son fonds BUIDL ou que Franklin Templeton gère des fonds monétaires directement sur la blockchain, ils ne le font pas à la légère. On s'en doute. Ils le font dans un cadre réglementaire strict, avec des audits, des assurances, toute la machinerie de la finance traditionnelle. Le but, c'est de combiner le meilleur des deux mondes. La solidité du réel et l'efficacité du numérique. Exactement. Et les investisseurs semblent y croire. Une étude qu'on a vue indique qu'ils prévoient d'allouer jusqu'à 7 à 9% de leur portefeuille à ces actifs d'ici 2027. Ce n'est plus une expérience. Absolument. On passe d'un actif purement spéculatif à un actif qui génère un rendement basé sur le monde réel. C'est un changement de paradigme complet. Ok, donc les grands noms de la finance sont prêts, mais on sait bien qu'ils ne bougeront pas sans l'approbation de leurs armées d'avocats. Ce qui nous amène à la réglementation. C'est toujours le grand bazar, hein. Le paysage reste fragmenté, c'est vrai, mais des pans entiers s'éclaircissent. L'Europe, pour une fois, a pris une longueur d'avance avec son règlement MiCA. MiCA, oui. C'est un cadre complet qui crée un système de licence unifié pour les 27 pays de l'Union. Pour une entreprise, ça change tout. Elle sait à quelles règles se tenir. Et en parallèle, l'UE lance aussi d'ici 2026 son portefeuille d'identité numérique, l'EUD Wallet.
Ça me parlait à la fois hyper utile et, je dois l'avouer, un peu terrifiant. Ah oui. Un portefeuille d'identité unique pour toute l'Europe, ça peut vite devenir un outil de surveillance de masse, non? Le risque existe, et c'est pour ça que la conception est cruciale. Le projet est très inspiré des principes de l'identité auto-souveraine, la SSI. Dont on reparlera. L'idée, c'est que l'utilisateur, et seulement lui, contrôle ses données. Le portefeuille est sur son téléphone, pas dans une base de données centrale. Il choisit ce qu'il révèle. D'accord, c'est rassurant. Et pendant que l'Europe avance, les États-Unis, ils en sont où? La progression est plus lente, c'est sûr. Le système est plus complexe. Mais l'accent est mis sur des points essentiels. Une législation pour les stablecoins, par exemple. La base. Et on voit aussi des ajustements plus subtils du côté du FinCEN, l'agence de lutte contre la criminalité financière, pour mieux traquer les transactions suspectes. C'est là que ça devient passionnant. Sur ce point juridique, comment on peut concilier une technologie immuable comme la blockchain, où on ne peut rien effacer, Oui, avec des lois comme le RGPD en Europe, qui garantissent un droit à l'effacement? Ça semble être un paradoxe insoluble. Ah oui, ça. C'est le casse-tête juridique et technique par excellence. La solution qui s'impose, c'est un modèle hybride de blockchain dite permissionnée. Expliquez-nous. L'astuce est assez ingénieuse. Les données personnelles sensibles, votre nom, votre adresse, ne sont jamais stockées sur la blockchain elle-même. Ah d'accord. Elles sont stockées où alors? Elles restent dans une base de données classique, externe, sur laquelle on a un contrôle total. On peut donc les supprimer pour se conformer à la loi. Et sur la blockchain, on met quoi? Ce qu'on enregistre sur la chaîne, c'est uniquement une sorte d'empreinte digitale numérique de ces données, un hash. Ce hash prouve que la donnée a existé, mais il ne révèle rien sur la donnée elle-même. Donc si on supprime les données, Transparence et vie privée. c'est une solution vraiment maligne. Bon, on a réglé la question de l'identité et de la conformité pour la finance, mais cette idée de registre vérifiable doit avoir des applications bien au-delà. ah oui, largement. Je pense à l'exemple de la traçabilité alimentaire qui m'a vraiment marqué dans les sources. Oui, c'est un cas d'usage parfait parce qu'il est très concret. La blockchain permet de créer un carnet de santé numérique, infalsifiable, pour un produit alimentaire, de la ferme à l'assiette. L'article cite l'exemple de Carrefour. Si je comprends bien, la prochaine fois, au supermarché, je pourrais scanner un QR code sur un poulet et voir toute sa vie. C'est l'idée, oui. Son lieu d'élevage, ce qu'il a mangé, les étapes de transformation. Mais c'est incroyable! C'est complètement fou comme niveau de transparence. Et au-delà de la curiosité, ça a un impact énorme sur la sécurité alimentaire. Imaginez une contamination à la salmonelle. Oui. Avec les systèmes actuels, retrouver l'origine peut prendre des jours. Avec un registre sur blockchain, on identifie les lots concernés en quelques minutes. Ça sauve des vies. Cette idée de traçabilité nous ramène à l'identité numérique. On a parlé du portefeuille européen, mais le concept plus large, c'est l'identité autosouveraine, la SSI. C'est ça. L'idée que je contrôle mes données dans mon portefeuille, au lieu qu'elles soient éparpillées partout. Les chiffres du marché sont d'ailleurs éloquents, la demande est énorme. Elle est énorme, mais il y a un obstacle majeur, la complexité. Le succès de la SSI dépend de son adoption par le grand public. Et c'est là que ça coince. J'ai des amis, je leur parle de clés privées ou de phrases de récupération. Leurs yeux s'éteignent instantanément. C'est trop compliqué. C'est la question à $1 million. Comment on rend ça utilisable pour ma grand-mère? Et la réponse technique qui émerge s'appelle l'abstraction de compte. Un nom un peu barbare. Oui, mais l'idée est très simple. Rendre la blockchain complètement invisible pour l'utilisateur. C'est cacher toute la plomberie. D'accord. Grâce à ça, on peut imaginer récupérer son compte en demandant à 3 amis de confirmer notre identité ou payer les frais automatiquement en arrière-plan. Sans jamais avoir à acheter de la crypto. Exactement. Le but, c'est que l'expérience soit aussi fluide que d'utiliser n'importe quelle appli web aujourd'hui. On profite donc de la sécurité sans la complexité. Ça, c'est la clé. Mais rendre cette technologie invisible et puissante, qu'est-ce qui se passe quand on donne les clés non plus à des humains, mais à des intelligences artificielles autonomes? Les sources parlent de commerce agentique. Et ça sonne un peu comme Skynet pour la finance. On y arrive, oui. Le commerce agentique, c'est l'idée que des programmes d'IA, des agents autonomes, vont gérer et exécuter pour nous des transactions financières. Et ce n'est pas de la science-fiction. Non, Gartner qui a dit que d'ici 2030, 20% de toutes les transactions monétaires seront programmables. Ça donne à ces agents un pouvoir économique bien réel. Et comment on s'assure qu'un de ces agents est bien notre agent et pas un programme malveillant qui se fait passer pour lui? C'est là qu'on boucle la boucle avec l'identité. On connaît le KYC, Know Your Customer. Oui. Pour les IA, on va avoir besoin d'un KYA,
Know Your Agent. Il faudra prouver de manière irréfutable qu'un agent IA est légitime. Et c'est l'identité décentralisée ancrée sur une blockchain qui fournira cette piste d'audit. C'est le côté fascinant. Mais la face sombre, c'est que si on donne plus de pouvoir à la technologie, on donne aussi plus d'outils aux criminels. Malheureusement, oui. Un rapport parle d'une véritable professionnalisation de la cybercriminalité. Ce ne sont plus des hackers isolés, ce sont des organisations qui fonctionnent comme des entreprises. Avec des services clients et tout. Oui, et des modèles comme le ransomware as a service. On peut littéralement louer un logiciel malveillant. Et parfois, ils collaborent avec des États-nations. Il y a un chiffre dans les sources qui donne le vertige. La cybercriminalité pourrait coûter 12 200 milliards de dollars par an d'ici 2031. J'ai fait le calcul, ça fait 386 000 dollars Par seconde. par seconde. C'est un chiffre tellement énorme qu'il en devient abstrait. C'est colossal. Et dans l'écosystème crypto, il y a une vulnérabilité particulièrement ciblée. Les ponts interchaînes, les cross-chain bridge. Ce sont les passerelles qui permettent de transférer des actifs d'une blockchain à une autre. Attendez, un article mentionne que ces ponts sont responsables de 70% des fonds volés. 70%. Pourquoi sont-ils si peu sécurisés? C'est un peu des deux. Défaut de conception et complexité. Vous essayez de faire communiquer deux systèmes qui n'ont pas été conçus pour ça. C'est comme construire un pont entre deux îles mouvantes. C'est une bonne image. Ces ponts centralisent d'énormes quantités de fonds en un seul point, ce qui en fait des cibles parfaites. Ils sont le maillon faible de l'écosystème actuellement. C'est un paradoxe incroyable. On utilise l'IA pour améliorer la sécurité, mais son déploiement crée de nouvelles failles. Une source parlait même d'un risque d'atrophie de la pensée critique. C'est tout le double tranchant de ces technologies. Elles nous augmentent, mais elles peuvent aussi nous affaiblir si on ne fait pas attention. Plus nos outils sont intelligents, plus on risque de devenir paresseux intellectuellement. Voilà, c'est pour ça que la vigilance humaine, l'esprit critique, une gouvernance solide, tout ça devient plus précieux que jamais. Ce n'est pas la technologie qui résoudra les problèmes créés par la technologie. C'est bien dit. Si on fait le bilan, 2026 s'annonce vraiment comme une année de bascule. On sent que le discours change, on sort de la spéculation pure pour entrer dans la construction d'infrastructures. Des infrastructures qui vont s'intégrer, souvent de manière invisible, dans la finance, le commerce, nos identités. Oui, Et ce qui est frappant, c'est que le plus grand défi, il est plus seulement technique, il est socio-technique. Le succès dépendra de notre capacité à trouver le bon équilibre entre l'innovation et une gouvernance solide. il faut bâtir la confiance en fait. C'est le mot-clé. Oui, et il y a une phrase dans un des documents qui résume ça parfaitement. On passe d'une philosophie où le code fait loi à une autre où les normes font loi. C'est le signe ultime de maturation. Ça veut dire que la communauté reconnaît enfin que la technologie seule ne peut pas tout résoudre. Qu'un contrat intelligent ne remplacera jamais le besoin d'avoir des règles du jeu claires et des mécanismes pour résoudre les conflits humains. C'est ce passage de l'anarchie technique à un ordre négocié. Exactement. C'est ça qui rendra l'écosystème enfin fiable pour le commun des mortels. Alors, en guise de conclusion, une pensée pour la route. Alors que ces agents d'IA commenceront à gérer une partie de nos vies financières, une question vertigineuse se pose. Je vous écoute. Que se passera-t-il le jour où l'un de ces agents autonomes, agissant en notre nom, mais avec sa propre logique apprise, commettrait une erreur financière catastrophique? Qui sera tenu pour responsable? C'est une très bonne question. L'utilisateur qui l'a activé, le développeur qui a écrit son code, ou le réseau blockchain qui, immuable, a simplement enregistré la transaction comme étant valide. Cette question de la responsabilité décentralisée est un gouffre juridique et éthique que les systèmes de 2026 commencent à peine à entrevoir.